Bonjour. On attend quelques personnes qui se connectent. On commence. Bon, on va commencer du coup. Les personnes vont arriver au fur et à mesure, mais on va pouvoir commencer à introduire. Donc bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Charlotte, je suis déléguée au conseil académique à la vie lycéenne pour l'Académie de Bordeaux. Et aujourd'hui, donc, c'est la journée de mobilisation contre le harcèlement. Le harcèlement, ça se passe à l'école, mais ça se passe aussi de plus en plus dehors. C'est pour ça qu'il est important pour nous de vous parler aujourd'hui de cyberharcèlement. Pour aborder le sujet, je suis avec le major Federbe, cyber-enquêteur à la gendarmerie de Gironde, et avec Marlène Dulaurent, qui est enseignante-chercheuse à l'université Bordeaux-Montaigne et spécialiste en cyberharcèlement. On va donc répondre à vos questions donc, que vous nous avez envoyées tout au long de la semaine et que vous pouvez aussi continuer à nous envoyer donc, pendant le live. Donc, si vous voulez bien vous présenter, Monsieur Federbe. Bien volontiers. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis le major Federbe. J'opère au sein de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces du groupement de gendarmerie départementale de Bordeaux, donc bien évidemment de la gendarmerie. Je suis technicien en investigation criminelle et numérique, c'est-à-dire que j'ai à la charge d'analyser de façon criminalistique l'ensemble des ordinateurs, des téléphones, de façon à pouvoir collecter la preuve numérique, ce qui va persuader l'esprit d'une vérité lors d'un procès pénal. Voilà. Merci beaucoup. Marlène Dulaurent, si vous voulez bien vous présenter. Bien sûr. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marlène Dulaurent, je suis maître de conférence auprès de l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. J'ai pour thématique principale de recherche donc le web social. Je fais de l'analyse de discours, la manière dont vous parlez, les mots que vous utilisez, les mots que vous n'utilisez pas, les registres mobilisés. Tout cela, ce sont des sujets d'étude parce que parfois cela comporte un discours implicite dont vous n'avez pas forcément conscience. Donc moi, à partir de logiciels informatiques, j'analyse ces discours implicites. Et par ailleurs, je suis réserviste citoyenne de la gendarmerie nationale depuis plus d'une douzaine d'années maintenant. Et avec le major Federbe, nous avons monté un projet de recherche au sein de l'université qui s'appelle Cybernétique. Voici. Merci beaucoup à vous. Donc pour commencer à introduire cette notion de cyberharcèlement qui va être au cœur de nos échanges aujourd'hui, j'ai pu lire dans le code pénal qu'il s'agit de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés qui ont pour but ou comme effet une dégradation des conditions de vie de la victime. J'ai pu également lire que cela se traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale d'ailleurs de la personne harcelée. Que pensez-vous de ça? Que pouvez-vous nous dire à propos de ça? Jean-Christophe, si tu es d'accord, je peux peut-être apporter des éléments d'information. Alors oui, en effet, oui, en effet, le code pénal permet de qualifier ce qu'est le cyberharcèlement. Nous, ça fait 5 années maintenant qu'entre la gendarmerie nationale et puis l'université Bordeaux-Montaigne, on a monté un programme de recherche qui vise justement à étudier ces pratiques de cyberharcèlement, parce que la qualification pénale est relativement récente. Et le cyberharcèlement, en fait, c'est un peu un mot valise qui comporte une multitude de pratiques. Et au départ, on aurait pu penser que cela se résumait à 5-6 pratiques de cyberharcèlement et on s'est rendu compte au bout de 5 ans que l'on en a recensé 42. 42 pratiques, 42 manières d'humilier, de menacer, d'avoir des propos obscènes ou d'instrumentaliser des situations qui auraient dû rester de l'ordre de l'intime à des visées malaisantes, malsaines et surtout dans le but de déstabiliser, d'humilier et de nuire à des individus. Donc le cyberharcèlement, oui, c'est un mot valise qui permet d'identifier que ça se passe en ligne, qu'il y a des comportements déviants, mais il serait erroné de croire que, par exemple, le cyberharcèlement, c'est simplement du harcèlement en ligne.
C'est beaucoup plus complexe que cela. Et depuis 5 ans, c'est ce que, avec la gendarmerie nationale et puis tout particulièrement la cellule du Major Federme, on essaye de démontrer quotidiennement. Parfait. Si je peux rajouter quelque chose, je dirais, moi, ça fait 15 ans que je suis enquêteur spécialisé en nouvelles technologies. Donc, ça fait 15 ans que je pratique la cybercriminalité. Et même encore à ce jour, il est très dur de pouvoir définir concrètement ce que c'est que la cybercriminalité. Au même titre qu'il est très compliqué, très dur de pouvoir définir ce que c'est que le cyberharcèlement. J'ai vu, avec l'avènement des nouvelles technologies, l'essor des nouveaux réseaux sociaux, des formes de pratiques, des formes de violence en ligne qui sont survenues et pour lesquelles, malheureusement, il y avait ce qu'on appelle un vide juridique. C'est-à-dire que, bien évidemment, on était sous le coup d'une répression, typiquement le happy slapping, le fait de filmer une agression dans une cour de récréation. Le parquet, le procureur de la République n'avait pas possibilité de pouvoir poursuivre les gens qui filmaient ces vidéos-là et qui diffusaient ensuite sur les différents réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas réellement d'infraction prévue au code pénal pour pouvoir poursuivre ces individus-là. Donc, ce qui fait que le législateur, au fur et à mesure des nouvelles pratiques sur les réseaux sociaux, il légifère et automatiquement, il vient mettre en place un nouvel article dans le code pénal. Malheureusement, l'exemple le plus frappant que vous devez certainement maintenant connaître, c'est l'affaire Samuel Paty avec l'article 13 de la loi qui fait que maintenant le doxing, pour autant une pratique que moi personnellement, je connais depuis facilement 10 ans, le doxing est maintenant légiféré et c'est maintenant répréhensible d'une peine au niveau du code pénal. Merci beaucoup. Donc, pour continuer un peu dans le cadre général donc, du cyberharcèlement, on a une question donc, d'un internaute qui nous demande que risque quelqu'un qui est l'auteur de cyberharcèlement. Alors, avant toute chose, le cyberharcèlement tel qu'il est défini au niveau du code pénal, donc l'article 222-33-2.2 du code pénal, c'est un délit. Donc, c'est quelque chose qui est puni par une peine d'emprisonnement. Donc, quiconque commet des faits de cyberharcèlement dans l'esprit, on va bien évidemment dire, dans l'esprit, est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Voilà. Dans la mesure où l'auteur est mineur, il faut considérer, et c'est pour ça que je porte un regard particulier sur les parents, c'est que les parents sont civilement responsables. C'est-à-dire que c'est eux qui vont devoir se porter garant financièrement des exactions commises par leurs parents. Pardon, par leurs enfants. Autant pour moi. Ce que disait Jean-Christophe Federme est juste. En effet, ça va dépendre d'un âge, ça va dépendre d'un contexte, ça va dépendre de certaines circonstances. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de manière générale, oui, le cyberharcèlement est condamnable, mais il faut surtout essayer d'identifier de quelle pratique de cyberharcèlement il s'agit. Nous, tout le travail qu'on a mené jusqu'à présent nous a permis d'identifier des grandes familles dans lesquelles il y a des pratiques clairement identifiées. Donc, les motivations peuvent être du ressort d'enjeux de pouvoir. Les motivations peuvent être d'un ressort plus sexuel. Les motivations peuvent être d'un ressort financier, peuvent être d'un ressort idéologique ou encore peuvent être d'un ressort de ce que nous on nomme circonstancié. C'est-à-dire qu'on se retrouve, par exemple, sur Twitch, à faire des commentaires, et puis ces commentaires dérapent, et puis à un moment donné, une parole va être plus appuyée, plus marquante, plus discriminante, plus insultante, plus menaçante, et puis il y a un phénomène de contagion, on se laisse aller, et puis finalement, on n'aurait jamais tenu ces propos dans la rue, alors qu'on va les tenir sur Internet parce que on ne mesure pas l'impact sur la victime, parce qu'on se dit que c'est simplement un commentaire, que c'est à un moment donné, bon d'accord, allez, il y a un stream, ça va être enregistré, mais ce n'est pas si grave. Donc, fonction des différentes typologies et des différentes pratiques, en fait, il faut regarder chaque cas comme une singularité, comme une individualité. Ça serait erroné de croire que le cyberharcèlement peut être traité de la même manière au regard de tout ce qui existe concrètement. En fait, le cyberharcèlement, il faut savoir qu'il y a un public
qui est élargi. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène de harcèlement classique en ligne. Vous avez donc un public élargi. Vous avez des temporalités qui sont complètement modifiées. Le cyberharcèlement, on peut être menaçant avec quelqu'un en, par exemple, paramétrant ses comptes de manière à ce qu'un message lui soit envoyé toutes les 10 minutes. Donc, la personne va recevoir des notifications constamment. Vous avez plusieurs canaux qui peuvent être utilisés. Vous vous retrouvez complètement démunis. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder une pratique dans un arsenal qui serait global. En fait, il faut prendre en compte à chaque fois la pratique telle qu'elle est, dans sa réalité concrète. Merci beaucoup. Donc après avoir exposé donc, ce qu'on peut risquer à être cyberharceleur, etc., quelqu'un nous demande comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment victime donc, de cyberharcèlement. C'est une très bonne question. On a remarqué avec Marlène que effectivement, en ce qui concerne les majeurs, les personnes avaient du mal à conscientiser qu'elles étaient victimes, avaient du mal à considérer qu'elles étaient victimes. Je pense qu'il en est de même effectivement pour les mineurs. À partir du moment où on fait son propre constat qu'on n'est pas bien, on a une dégradation physique notable, qu'on a une sorte on veut se couper des réseaux sociaux, alors que pour autant on était régulièrement tout le temps sur les réseaux sociaux, on prenait connaissance de ce qui se passait chez ses copains, ses amis, voilà. Dès lors que l'on coupe les réseaux sociaux, dès lors qu'on arrive à l'école avec la boule au ventre, non pas parce qu'on a un devoir, mais parce qu'on sait qu'on va rencontrer des gens et qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer, je pense que là, c'est un signal faible qu'il faut considérer et qu'il faut admettre. Et c'est là où il faut puiser au plus profond de soi, de se dire, voilà, je pense que je suis victime d'un fait de cyberharcèlement et il faut se rapprocher de quelqu'un en qui on a confiance parce qu'il est très dur, il est très compliqué pour une victime de pouvoir dire, voilà, je suis victime de cyberharcèlement. Nous, c'est le constat que l'on fait avec les collègues qui procèdent régulièrement à des auditions de victimes, même devant un gendarme, même dans un lieu sanctuarisé tel qu'une gendarmerie, il est très dur pour eux de pouvoir exprimer concrètement ce qu'ils subissent. Parce que généralement, voilà, lorsqu'il s'agit de matériel, de nudes et tout ça, ça relève de la sexualité, ça relève un peu du tabou. Il y a les parents qui sont à côté, on n'a peut-être pas forcément de leur dire ou d'avouer ce qui s'est passé depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, il faut vraiment puiser au plus profond de soi et aller voir les gens en qui on a confiance. Ça peut être la psychologue, ça peut être l'infirmière, ça peut être le chef d'établissement, ça peut être le professeur, ça peut être la meilleure copine, c'est n'importe qui. Ça peut être la personne qui sert tous les jours à manger à la cantine. Il faut pouvoir évoquer ce signal faible et pouvoir alerter auprès de la personne. Ces personnes ont une responsabilité, doivent prendre en charge la victime et l'accompagner de façon à pouvoir faire cesser l'infraction. Je ne le dirai jamais assez, la seule et unique manière de pouvoir arrêter, stopper le cyberharcèlement, j'en fais malheureusement l'expérience régulièrement, c'est de pouvoir déposer plainte. La seule autorité actuellement qui est à même de pouvoir stopper tout, ça reste le procureur de la République au travers de ses forces de police ou de gendarmerie. Charlotte, moi je rajouterais un point à ce que Jean-Christophe vient de dire, c'est que par exemple, à partir du moment où vous vous sentez touché, que ce soit dans votre intégrité physique ou psychologique, dès lors que vous sentez que vous n'êtes pas bien, ça c'est un avertissement et vous êtes le meilleur témoin pour savoir qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Jean-Christophe a énuméré un aspect très important qui est celui de se dire il faut impérativement briser le silence, il faut impérativement en parler. Et je pense que dans tout l'échantillonnage, le panel de personnes ressources que vous pouvez avoir autour de vous, il y a également un acteur qui est important et ce sont les ambassadeurs. Les ambassadeurs que l'on trouve au sein des établissements. Et Charlotte, je pense que vous êtes quand même la personne la mieux placée pour savoir de quoi nous parlons. Les ambassadeurs, ce sont des étudiants référents que vous avez au sein de vos établissements qui sont là à votre disposition pour prêter juste une attention, être à l'écoute et servir de relais.
On a bien conscience que lorsque, alors il y a une pratique de cyberharcèlement qui s'appelle le revenge porn, qui vise, lorsque vous êtes dans une relation intime, alors on va expliquer parce que parfois les anglicismes ne sont pas simples à appréhender. Le revenge porn, c'est vous êtes tout simplement dans une relation intime. Vous avez un petit ami, vous avez une petite amie. Et puis, il y a de nouveaux apprentissages de la sexualité en ligne parce que la société évolue. Et donc, à un moment donné, vous voulez envoyer une photo qui, à la base, vise à entretenir un petit peu la flamme dans votre couple, qui a une dimension certes sexuée, mais qui vise à n'être destinée qu'à une personne. Et puis, il y a un engagement un peu tacite qui est de se dire, ça reste entre nous, promis, promis. Et puis finalement, au bout d'un moment, la relation, elle prend fin. Et puis ça se passe mal. Et la personne, cette photo ou cette vidéo qui aurait dû rester dans l'intimité est montrée à d'autres. Et elle est instrumentalisée. Voire pire, elle peut être déposée sur un site pornographique. Eh bien ça, c'est compliqué d'en parler à un référent adulte. C'est compliqué d'aller voir son professeur principal. On en a bien conscience. Je suis enseignante à l'université. C'est compliqué d'aller voir un adulte, d'aller voir son père ou sa mère et de dire j'ai fait quelque chose, je commence à culpabiliser, ça se retourne contre moi, j'arrive plus à maîtriser, j'arrive plus à contrôler, je ne sais pas vers qui me retourner. Ben, les ambassadeurs, ce sont ces étudiants référents au sein de votre établissement. Ils ne sont pas là pour juger, ils sont simplement là pour vous aider à faire le relais et à objectiver un peu ce qui vous arrive, parce que quand on est victime de cyberharcèlement, c'est compliqué de prendre du recul, c'est compliqué de prendre la distance pour se dire « mince, comment je fais maintenant ?» Donc ces ambassadeurs, ces ambassadrices, ce sont des relais et ce sont des personnes vers qui naturellement vous devez vous diriger. Et ensuite, ces personnes-là, eh bien, elles font les intermédiaires avec les psychologues scolaires, elles font les intermédiaires avec les infirmières, elles peuvent faire l'intermédiaire avec un chef d'établissement, voire même une famille pour un dépôt de plainte. En fait, il a raison, Jean-Christophe, quand il dit qu'il faut impérativement briser cette loi du silence. Et plus vous attendez, plus cela va prendre des proportions terribles. Donc l'idée, c'est de réussir très rapidement à mobiliser les gens autour de soi pour trouver une solution. Et le temps, c'est un des facteurs qui fait qu'on peut peut-être réussir à circonscrire une pratique de cyberharcèlement, parce que plus tôt on prévient les forces de l'ordre, plus tôt elles ont toutes les prérogatives à mobiliser pour essayer de circonscrire cela. Et si je puis me permettre de rajouter juste un point sur lequel il est important que tout le monde puisse, s'il y avait une idée à retenir de ce live, c'est il faut conserver, le premier des réflexes, il faut conserver les preuves, quelles qu'elles soient, d'une façon comme une autre. Vous pouvez lire, au travers des différents articles que l'on peut lire dans les presses spécialisées, faire recours à un huissier de justice. Oui, ok, très bien. Sauf que nous, les gendarmes et les policiers, on est spécialement formés pour pouvoir recueillir de façon contradictoire l'ensemble des preuves. L'expérience fait que si on n'a pas de preuves, si on n'a pas de screen, si on n'a pas d'archives de conversation, si on n'a pas de photos, malheureusement, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, le premier des réflexes, je crois qu'il y a une question qui a été posée justement, qu'est-ce que je dois dire au chef d'établissement? C'est relater les faits tels qu'ils se sont passés, voilà, sans stigmatiser, simplement rapporter les faits et apporter les preuves, quelles qu'elles soient, en disant voilà, concrètement, en quelque sorte, je suis désolé, vous êtes adulte, je suis mineur, peut-être effectivement je maîtrise pas bien, mais est-ce que vous considérez, vous, que je peux être victime? Oui, effectivement, vous êtes victime. Et on va conserver ces preuves, c'est ce qui va nous servir à constituer le dossier et ensuite amener tout ça devant le procureur de la République. C'est essentiel. Moi, mon travail, il est là. Il est avant tout de recueillir la preuve numérique lorsque les victimes n'ont pas eu ce réflexe de conserver ces données-là. Donc, on va taper sur des clusters pour faire de la récupération de fichiers effacés. C'est très compliqué. On va envoyer des réquisitions judiciaires aux différents réseaux sociaux de façon à demander à Facebook, à Messenger, à Snap, à Discord, à Twitch, enfin tout ça, de récupérer l'ensemble de la matière qui va pouvoir attester qu'effectivement vous êtes bien victime. C'est essentiel, la conservation des preuves, essentiel. Je peux rajouter un élément. On est très bavard avec Jean-Christophe, mais il a entièrement raison. L'un des premiers réflexes que l'on peut avoir quand on se rend compte qu'une photo, une vidéo compromettante nous a échappé, voire
parfois, vous avez une autre pratique de cyberharcèlement. On appelle ça l'upskirting. Vous ne vous en rendez pas compte et puis à la dérobée, on va vous voler un cliché intime. Quelqu'un, vous êtes en jupe, mesdemoiselles, vous êtes en jupe et quelqu'un prend une photo sous votre jupe. Ou encore, il y a une autre pratique de cyberharcèlement qui s'appelle les creep shots. On va voler à la dérobée une photo coquine, par exemple d'un décolleté, d'une cuisse, quelque chose qui a une connotation sexuelle et vous vous en rendez pas compte. Donc, c'est même pas que vous avez à un moment donné donné votre consentement pour partager une photo de vous, c'est que parfois il y a des pratiques que vous subissez totalement et dont vous n'avez même pas conscience. Et ce qu'il y a, c'est que la réaction première qui est une erreur, c'est de se dire oh, vite, j'efface tout et comme ça va disparaître. Et en fait, le problème, c'est pas tant vous, la manière dont vous allez maîtriser ces données-là, c'est pas ça, c'est pas de vous dont vous devez vraiment vous méfier, c'est qu'est-ce que les autres vont faire de cela. Ce qui fait que jamais, le pire réflexe que vous pouvez avoir, c'est d'effacer. Jamais, jamais ne faites cela. Conservez absolument toutes les preuves. Et en temps et en heure, on aura le loisir ensuite de les faire effacer définitivement. Mais dans l'immédiat, surtout, ne faites pas ça tout seul. Merci beaucoup. Donc maintenant, on a des questions qui vont concerner plus le côté judiciaire. Donc on va nous demander, on a 2 questions qui demandent donc quels risques sont encourus en cas de fait avéré de cyberharcèlement, mais aussi est-ce que l'âge va changer quelque chose au risque encouru, que ce soit l'âge du harceleur ou de la victime, qu'on soit mineur, moins de 13 ans, moins de 15 ans. Je suis désolé, j'ai pas très bien compris la question. Ça a coupé ici. Vous pouvez répéter, Charlotte, s'il vous plaît? Oui. Alors, on a 2 questions qui nous demandent donc quels risques sont encourus en cas de fait avéré de cyberharcèlement et est-ce que l'âge va changer quelque chose aux risques qui sont encourus? Tout à fait. Le code pénal dispose que, principalement concernant l'infraction de cyberharcèlement tel qu'il est défini dans le code pénal, donc je le répète, le 222-33-22, il est précisé que l'âge de l'auteur est important, c'est soit il est moins de 13 ans, soit il est plus de 13 ans. Mais l'âge de la victime est également important, puisque le curseur, cette fois-ci, est placé à hauteur de 15 ans. Donc, suivant si l'auteur a moins de 13 ans, on va considérer qu'il y a une sorte d'admonestation, donc il va être soumis à des obligations éducatives, d'accord. S'il est plus de 13 ans, il est peut-être considéré comme pénalement responsable, en quelque sorte, c'est pas le bon terme, mais comme ça, vous pouvez comprendre. Mais ensuite, il faut regarder également l'âge de la victime pour statuer, savoir si il est dans tel cadre ou tel cadre. On va considérer de façon générale que c'est entre 1 et 18 mois, enfin 1 an et 18 mois de prison et 7 500 € d'amende à peu près. Si moi je le traduis en mes termes, Charlotte, en fait, c'est quelqu'un qui laisse un commentaire haineux va pas être jugé de la même manière que quelqu'un qui va rentrer dans l'ordinateur d'une victime, lui subtiliser une vidéo compromettante, utiliser cette vidéo pour la diffamer en ligne et pire encore, la déposer sur un site pornographique. Et pourtant, ce sont des pratiques de cyberharcèlement. Donc parfois, fonction de la gravité des faits, et en effet, il a raison Jean-Christophe quand il dit de l'âge, eh bien, il va y avoir une réponse pénale complètement appropriée. Mais on ne peut pas vous dire, sans étudier des cas concrets, techniquement, le cyberharcèlement, vous risquez ça ou vous risquez ça. Non, le cyberharcèlement, au regard de la pratique, ou en tout cas au regard du délit qui est commis, à quoi est-ce que cela peut correspondre? Encore une fois, 42 pratiques de cyberharcèlement, ce sont 42 infractions qui peuvent être clairement identifiées. Et parfois, vous avez même des cumuls d'infractions qui font que ça se conjugue. Donc, il faut encore une fois le remettre dans le contexte. C'est pas le cyberharcèlement, c'est pas simplement qu'un phénomène, pénalement qui peut être clairement identifié. Non, c'est une multitude de pratiques et chacune nécessite d'être regardée en fonction de la gravité des faits. Et s'agissant des insultes ou des diffamations, il faut encore considérer si c'est fait sur l'espace public ou sur un espace restreint. Donc, il y a des nuances autres, juridiques, qui vont en quelque sorte placer le curseur au niveau
du panel des condamnations. Merci beaucoup. Donc maintenant, on a une question sur un cas un peu plus précis. Donc il y a Ambre qui nous demande si elle like un post qui se moque d'une élève, est-ce qu'elle peut être poursuivie s'il porte plainte? Liker, c'est être complice. Il y a une Donc, campagne si complicité d'une infraction, c'est au même titre que si elle avait commis elle-même l'infraction. Voilà. Il ne faut surtout pas diffuser, il ne faut surtout pas partager, il ne faut surtout pas liker quelque chose qui touche quelqu'un. Il faut juger avec discernement. Il faut se poser la question, est-ce que si la personne que je vise au travers de ce like, de ce partage, si c'était moi, comment je pourrais le prendre? Donc, à partir du moment où moi, je considère, mais j'aimerais pas recevoir ça, mais pourquoi le faire? Voilà, il faut le faire avec discernement. Donc, il faut peut-être prévenir la personne en bon ambassadeur, ou peut-être aller voir la personne qui l'a fait en disant, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Enlève ça directement. Tu sais que tu peux être passible d'une peine. Tu n'as pas vu le live Instagram qui a été fait récemment. Voilà, tu peux être complice, tu peux être poursuivi par le procureur de la République et tout ça. Voilà. Donc, liker, c'est être complice. Charlotte, j'irais même jusqu'à vous dire, en Grande-Bretagne, lorsqu'ils se sont emparés de ce phénomène, justement pour sensibiliser au travers de grandes campagnes institutionnelles, la lutte contre le cyberharcèlement, il y a toute une campagne britannique qui dit simplement « liker, c'est déjà harceler ». Oui. Merci beaucoup donc, pour vos réponses. Il y a maintenant un autre internaute qui va nous demander quels sont les risques s'il fait circuler une vidéo. Donc ça reprend un peu les réponses que vous avez données, je pense, par avant. Est-ce que vous avez quelque chose à S'il rajouter? diffuse une vidéo? Oui. Ouais. Alors, la première des Quel notions. ordre? Ouais, voilà. La première des notions à comprendre dans la question, qui est très bonne, hein, au demeurant, c'est de quel ordre. Voilà. Il faut considérer, toujours pareil, à partir du moment où on diffuse quelque chose qui ne nous appartient pas, est-ce que j'ai le consentement de la personne? Est-ce que si moi, je me fais prendre en photo dans la rue, est-ce que pour autant j'autorise quiconque à diffuser ma photo sur les différents réseaux sociaux? La réponse est bien évidemment non. Lorsque je suis venu ici, bien évidemment, je suis en tenue, n'importe qui aurait pu prendre ma photo. Est-ce que j'aurais accepté pour autant qu'il puisse le diffuser sur Snap, sur ceci, sur cela? Non. Il faut s'attacher à vérifier si effectivement on a le consentement de la personne. Et bien évidemment, dans un cadre de cyberharcèlement, on convient tous qu'on n'a pas le consentement, donc non. Bien évidemment, non. On est également complice de la diffusion, de la propagation de la vidéo qui va ne faire que amplifier le phénomène parce que la vidéo qu'on va diffuser va être également diffusée à la personne qui on l'a fait. C'est une propagation et de simplement 2-3 personnes dans la meute qui considèrent la horde qui va s'attaquer à la victime de cyberharcèlement, dans 3-4 jours, on va se retrouver avec 100, 200, 300 personnes. Donc c'est pour ça que j'insiste qu'à partir du moment où on a un signal faible de cyberharcèlement, il faut pouvoir alerter, non pas les autorités, parce que c'est, quoique, pourquoi pas, un mineur peut très bien pousser la porte d'une gendarmerie en disant voilà, je pense que je suis victime de cyberharcèlement. Mon collègue préviendra automatiquement les parents qui sont civilement responsables et la personne sera entendue. Et je pense que voilà, dans le domaine scolaire, il faut savoir avoir je dirais pas le courage parce que c'est pas tout à fait le courage, mais avoir la force de pouvoir pousser la porte de la psychologue, de l'infirmière, de sa meilleure prof, de sa prof référente et tout ça, et dire voilà, je pense que je subis quelque chose. Voilà. Considérons également que dans la mesure où tous ces gens-là sont des fonctionnaires, ils sont tenus d'en référer, de faire un signalement au procureur de la République. L'article 40 du Code de procédure pénale. Très important. Charlotte, moi je rajouterai encore un élément. C'est Franck qui a posé cette question. Je voudrais juste préciser un aspect. Si jamais cette vidéo, en plus, elle a une dimension sexuelle, il faut bien faire une distinction. C'est pas parce que vous avez accepté dans une relation bilatérale, dans une relation intime, de communiquer, de consentir à donner cette vidéo à votre petite amie de l'époque que ça signifie que vous consentez à ce qu'elle soit diffusée, cette vidéo, ailleurs dans un autre cercle. La question du consentement est essentielle et surtout,
il ne faut pas culpabiliser lorsque l'on est victime parce qu'une vidéo compromettante a échappé. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Vous avez le droit d'envoyer dans une relation intime cette vidéo. Et en fait, c'est la double peine généralement quand on vous fait remarquer que, bah oui, mais vous n'aviez pas à faire ça. Mais en fait, ce qui se passe dans l'intimité doit demeurer Reste dans dans l'intimité. l'intimité. La culpabilité, elle revient sur celui ou celle qui a diffusé cette vidéo. Et consentir dans une relation bilatérale, ce n'est pas consentir à ce que tout le monde prenne connaissance de cette vidéo qui aurait dû rester dans l'intimité. Merci beaucoup pour vos réponses. On a maintenant une question de Louis qui nous demande qui vous demande s'il y a des moyens de se prémunir d'un cas de cyberharcèlement. Quel cas de C'est une vaste cyberharcèlement? question. C'est une grande question, laquelle je vais répondre, mais de façon très courte. Je pense que il y a le savoir-faire, on l'a tous, vous l'avez tous, mieux que moi, mieux que nous tous, et le savoir-être. Je pense que on ne pourra combattre concrètement le cyberharcèlement dès lors qu'on aura tous une bonne hygiène informatique. On ne peut concevoir dans la rue de se faire insulter, de se faire cracher dessus, de se faire stigmatiser pour une raison X ou Y au regard de notre physique, au regard de notre sexualité, au regard de tout un tas de choses qui nous est propre, qui nous est personnel et tout ça. Et Internet n'est pas un espace de liberté au même titre que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut commettre comme infraction, on peut le commettre sur Internet. C'est totalement faux. Il faut savoir être sur Internet. Et là, il faut absolument, je pense, éduquer, vous éduquer sur les bonnes pratiques. Ça passe par tout un tas de choses, les paramètres de confidentialité sur vos différents réseaux sociaux. Ça paraît très bête, mais la gestion des mots de passe sur vos différents réseaux sociaux. Moi, j'ai combien de victimes qui se sont fait hacker, pirater leur boîte mail où justement il y a du matériel intime dessus. Et après, ce matériel-là, mais il est diffusé sur des réseaux sociaux qui sont à l'étranger. Et c'est très compliqué de pouvoir aller effacer ces données-là. Ça passe avant tout par une démarche globale, transversale, de tout ce qui est hygiène informatique, le droit à l'image. Est-ce que la question précédente, est-ce que j'ai droit de diffuser une photo? Est-ce que j'ai droit de diffuser une image et tout? Non, il y a des codes, il faut les respecter, au même titre que dans la vie privée. Sur les réseaux, il y a exactement les mêmes codes. Donc, non, malheureusement, il n'y a pas de... J'ai bien dit, j'apporterai une réponse courte. Je n'apporte pas une réponse courte. Il faut avant tout maîtriser le savoir-être sur Internet. Et ça passe par une bonne hygiène informatique. Voilà. Charlotte, j'ai une réponse courte moi aussi. Pour compléter ce que dit Jean-Christophe, en fait, Internet, c'est incroyable. On nous a donné un accès illimité à Internet. Et puis, on nous a dit à tous, allez-y, baladez-vous, vous avez envie, faites ce que vous voulez. Et puis, finalement, il n'y a pas de pare-feu, on n'est pas vraiment inquiété. Et puis, ce n'est pas vraiment du concret, du virtuel. En fait, on nous a donné un engin incroyable. On peut faire une multitude d'activités sans nous en donner véritablement, sans nous en donner finalement une manière de s'en servir. C'est un peu comme si on disait bah, faites de la musique, mais ça passe pas par une partition. C'est faites, je sais pas, une activité sportive, mais finalement on s'en fiche des règles en matière de rugby. C'est un peu la même chose. C'est un peu ubuesque de se dire tenez, vous avez accès à quelque chose d'incroyablement large et puis en même temps, on ne vous indique pas comment s'en servir. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec Jean-Christophe. Ça ne peut passer que si on reçoit une éducation, que si on reçoit une éducation aux médias. Et c'est vrai, cette éducation aux médias, il faut la faire rapidement. Il faut la faire dès le plus jeune âge en disant oui, c'est un potentiel énorme, attention, les dérives existent. Et il faut impérativement apprendre à s'en prémunir. C'était court. On a une question de Martin donc, qui vient compléter un peu les réponses que vous avez données et la question précédente qui nous demande est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des internautes de se prémunir du harcèlement? Est-ce que ça existe vraiment? Et quand on va sur Internet, on ne devrait pas s'y attendre et s'y préparer à pouvoir être victime de cyberharcèlement?
Ben non, il ne faut pas banaliser ces violences-là. Non, c'est pas parce qu'on va sur Internet que finalement ça fait partie du jeu, et se faire insulter, se faire discriminer, voilà, se retrouver dans des rapports de force ou se voir voler ses photos. Ben non, on ne devrait pas l'accepter. Ça, c'était court. Est-ce que, voilà, la question elle est simple, mais est-ce que Louis accepterait de se dire, ben voilà, mercredi après-midi, j'ai l'intention de venir dans Bordeaux, c'est une grande ville avec plein de monde, bon, mais je sais que je vais me faire insulter à chaque coin de rue. Non, c'est pas admissible. Et bien au même titre qu'Internet, c'est pas admissible. Internet, c'est un formidable espace de liberté, mais il faut savoir en respecter les codes. C'est essentiel. Gardons, préservons cet outil. C'est un formidable outil. La preuve en est, on est en train de discuter entre nous. C'est vrai. Maintenant, sur les réactions qu'on peut avoir face au cyberharcèlement, il y a Vico qui nous demande qui prévenir si des photos de lui circulent sans son autorisation et est-ce qu'il faut porter plainte directement? Je le répète, martothérapie, il faut absolument déposer plainte. Tout dépend les photos. Est-ce qu'il s'agit des photos à caractère sexuel ou est-ce qu'il s'agit des photos simplement de la vie courante, voilà, et des photos qui ont été prises à son insu, je suppose, chez lui, dans un espace public, un espace privé, peu importe. Le tout, c'est l'utilisation qui en est faite de ces photos-là. Bien évidemment, au regard de la gravité des faits, je préconise de déposer plainte. Il faut absolument déposer plainte. Je me répète, mais il n'y aura pas meilleure autorité que le policier, le gendarme, le procureur pour faire retirer ces photos. C'est pas le chef d'établissement qui va y arriver, c'est pas votre professeur référent qui va y arriver, c'est pas l'infirmière, c'est pas votre papa, c'est pas votre maman, c'est pas votre voisin, ou alors il est pirate, mais là il tombe complètement dans l'illégalité. Il y a que le policier, le gendarme et le procureur qui vont pouvoir de façon définitive retirer ce matériel, ces photos qui sont considérées comme délictueux. Moins on banalisera ces violences-là, plus on sera à même de changer les comportements collectifs. C'est aussi simple que ça. Il faut inverser la tendance. Il faut inverser la tendance. La meute des cyberharceleurs, et bien de l'autre côté, il y a la meute des gentilles personnes, des gentils collégiens, des gentils lycéens et tout ça. Et l'union fait la force, et voilà. C'est comme ça que je le considère. Maintenant, on a une question d'une maman. Donc, Sylvie demande si sa fille est victime d'insultes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Une insulte peut être considérée, je pense, comme une injure. Une injure, c'est répréhensible. Donc, c'est toujours pareil. Tout dépend si c'est fait dans un espace public ou si c'est fait dans un espace privé. Donc, le curseur pénal, en quelque sorte, est différent. Voilà. On va considérer que c'est un délit de presse. C'est un autre délit. Dès lors qu'elle est insultée, dès lors qu'elle est injuriée, il faut avant tout conserver les preuves. C'est le premier réflexe à avoir. D'accord? Internet, la donnée est volatile. Elle peut disparaître. C'est une donnée qui est immatérielle. On va pas faire disparaître un cahier comme ça. Par contre, un texte, une photo sur Internet, un chat, on peut le faire disparaître très naturellement. Donc, le premier des réflexes, c'est absolument conserver cette preuve-là. On ne sait jamais ce qui va arriver dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Comme je vous ai dit, comme je vous ai répété, la situation peut s'aggraver. Donc, cette preuve-là va être essentielle par la suite. Une fois que la preuve est conservée, elle est collectée, peut-être tenter une conciliation. C'est des insultes, c'est des injures. La maman peut très bien accompagner sa fille, voir la personne tierce, et lui dire, voilà, je considère que ma fille est insultée, elle est injuriée, on va peut-être s'en arrêter là, parce que sinon, je vais devoir en référer aux autorités judiciaires et tout ça. Et à partir de là, normalement, on est entre gens intelligents, ça s'arrête là. Si toutefois, ça devait continuer, ben là, on dépose plainte de façon à ce que l'autorité judiciaire puisse faire stopper en quelque sorte l'infraction. L'autorité judiciaire, son premier des réflexes, c'est de faire stopper l'infraction. À partir du moment où on est victime de cyberharcèlement, la première des préoccupations d'un gendarme, d'un policier, d'un procureur, c'est de faire cesser l'infraction. Et après, on fait les investigations. Donc, si on veut que ça s'arrête, on dépose plainte. On a une question qui vient d'arriver sur le live. Est-ce qu'il faut que l'insulte soit récurrente pour parler de harcèlement ou est-ce qu'une seule fois, ça compte? C'est une très bonne question. Je pense pas qu'il y ait de notion, alors on ne parle pas de récurrente, de réitération.
dans les insultes. Je crois qu'il y a c'est une très bonne question. Il y a une notion de réitération. Donc, il faut effectivement qu'il y ait plusieurs faits de commis. Alors, moi, je rajouterais un élément. Le curseur, c'est aussi celui de la victime. Parce qu'à un moment donné, une injure, elle peut être en raison d'un physique, elle peut être en raison d'un handicap, d'une religion, elle peut être en raison d'une orientation sexuelle. Et dès lors que vous vous sentez touché dans votre intégrité, il y a des démarches à engager. Donc c'est vrai que rechercher la conciliation et faire prendre conscience à la personne qui a insulté dans une démarche un peu propédeutique, de dire voilà, je me suis vraiment sentie heurtée, ça m'a blessée, je me suis sentie humiliée, et le fait que cette injure puisse être visible du collectif, ça me heurte encore plus. Je voudrais la retirer. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un curseur important à prendre en compte. C'est dans quelle mesure la victime se sent touchée. Puis après, forcément, voilà, il y a d'autres démarches comme celle que Jean-Christophe a identifiée qu'il faut pouvoir également enclencher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, indépendamment de l'injure, si on prend les différentes pratiques de cyberharcèlement, il n'y a pas besoin qu'il y ait une réitération pour considérer que c'est une pratique de cyberharcèlement. Et ça, c'est important. Quelqu'un qui usurpe votre identité une fois, ça suffit pour que ça soit considéré comme une pratique de cyberharcèlement. Quelqu'un qui vole votre... Ah, je sens qu'il a voulu réagir. Quelqu'un, je finis juste ça parce que c'est très court, Jean-Christophe. Quelqu'un qui, par exemple, vous vole une vidéo intime, elle la dépose une seule fois sur un site pornographique. Elle ne l'a pas diffusée au collectif. Elle a juste déposé une seule fois sur un site pornographique. Cette vidéo, elle va être téléchargée des milliers de fois. Ce n'est pas l'auteur des faits qui va la communiquer. Il a simplement déposé sur une plateforme. Donc, fonction de la pratique de cyberharcèlement, il faut bien faire attention. C'est bon, j'arrête. Je rebondis, je te remercie Marlène pour cette perche tendue, car je pense que j'ai commis une erreur tout à l'heure en me disant qu'il fallait une réitération pour l'insulte. L'insulte, il suffit d'une seule fois pour que l'infraction soit caractérisée. Et je voulais justement en revenir par rapport à ce que Marlène vient de dire, la différence entre le harcèlement où effectivement il y a une notion de réitération et l'insulte et la diffamation, il suffit d'une seule fois pour que l'infraction soit caractérisée. Donc j'ai commis une petite erreur tout à l'heure et je voulais la rectifier. Marlène, merci pour cette perche tendue. Je t'en prie. Maintenant, on va donc avoir une question d'une chef d'établissement qui va concerner plutôt les chefs d'établissement, donc moins les élèves, qui demandent donc vers qui se tourner quand un cas de cyberharcèlement est détecté dans leur établissement. Alors, c'est une très très bonne question. Je remercie la personne qui l'a posée. Donc, pour mémoire, je l'ai dit tout à l'heure, donc ils sont obligés d'en référer au procureur de la République. Donc, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Ce que j'invite auprès des chefs d'établissement, c'est de prendre la tâche directement et peut-être avant de contacter le gendarme qui est référent auprès des collèges et des lycées et de prendre la tâche avec lui et lui dire voilà, j'ai un signal faible, apparemment j'ai peut-être effectivement une victime qui est victime de cyberharcèlement. Le collègue s'attachera à vérifier la véracité des faits, vérifier si effectivement il y a urgence de façon à ce qu'il puisse venir en aide auprès du chef d'établissement, voir la personne qui se dit victime, voir comment il peut collecter le plus rapidement possible la preuve et lui, de lui-même, en référer directement par téléphone. Hein, ça se passe par téléphone. Il appelle le procureur de la République et lui dit voilà, on vient de me rapporter des faits de cyberharcèlement. Je peux d'ores et déjà vous attester que telle victime a subi ça, j'ai de la matière, j'ai une photo, j'ai une archive de conversation, j'ai l'intention d'entendre l'auteur des faits ou peut-être malheureusement de débarquer à 6 heures du matin en perquisition la petite matinée ricorée à 6 heures du matin chez la personne mise en cause. Enfin, voilà, au regard de la gravité des faits, il y a bien évidemment une échelle d'intervention qui est bien évidemment adaptée. Le chef d'établissement, article 40, ou directement s'attacher les services de la brigade de gendarmerie la plus proche, voilà, auprès du commandant de brigade ou auprès du collègue du planton, comme on dit vulgairement, donc c'est-à-dire le gendarme qui est
tous les jours, j'aime pas le terme en fonction, mais qui est à l'accueil et qui reçoit les plaignants, quels qu'ils soient. Voilà. Chef Ça peut se passer par d'établissement, téléphone. chef d'établissement ou encore enseignant, c'est exactement la même chose. Oui, tout à fait, L'enseignant en oui. réfère au chef d'établissement qui en réfère. En fait, il faut impérativement briser cette loi du silence. Ce qui est sûr, c'est au regard de notre expérience, de toutes les études de cas que l'on a pu analyser avec Jean-Christophe et puis tous les dossiers qu'il reçoit quotidiennement, ce qui est sûr, c'est que ça ne s'apaise jamais s'il n'y a pas d'intervention. Jamais une photo compromettante va disparaître comme cela. Il faut intervenir. Donc pour cela, il faut parler. Et il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Et par expérience, c'est très dur, c'est très compliqué, c'est fastidieux de pouvoir considérer qu'on a fait retirer toutes les photos compromettantes d'Internet. Ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Le Code européen prévoit ce droit qui est donné à chacun de pouvoir faire retirer d'Internet des données qu'il juge inappropriées. Lorsqu'il s'agit de matériel comme ça, d'ordre sexuel, pornographique et tout ça, je peux vous assurer que c'est très compliqué de pouvoir le faire retirer. Donc, dès que l'alerte, enfin, dès qu'on a connaissance des faits, il faut absolument prévenir les autorités. Merci beaucoup. On a une nouvelle question maintenant donc, qui nous demande, Arthur nous demande que doit-il faire s'il voit quelqu'un victime de cyberharcèlement et surtout comment est-ce qu'il peut l'aider? Mais c'est toujours d'excellentes questions. Il faut qu'il puisse accompagner son petit copain, ou pas forcément son copain. Peut-être qu'effectivement il il a constaté quelque chose et tout. Je pense que dans un premier temps, il faut qu'il aille le voir, lui dire voilà, tu sais, j'ai vu, j'ai compris. Je pense que tu es victime. Est-ce que tu en es réellement conscient? Peut-être qu'il va dire mais non, pas du tout. Enfin voilà. Et à partir de là, au regard de sa réaction, lui, voir comment la victime, hein, j'entends, voir comment il réagit, l'accompagner, ne pas le lâcher, surtout ne pas le lâcher. La victime est peut-être dans le déni, la victime est peut-être dans un état où il va refuser, il va refuser toutes les aides possibles et inimaginables. Donc il faut pas qu'il lâche. Arthur, faut pas qu'il lâche, faut qu'il accompagne. Et même s'il considère que peut-être il se trompe, vaut mieux se tromper que passer à côté. Les traumatismes sont beaucoup trop conséquents sur les victimes de cyberharcèlement. Donc, vaut mieux qu'à la limite, Arthur, il se trompe en disant, bah, tant pis, j'étais au bout de mon raisonnement et puis effectivement, je me suis trompé. Mais voilà, l'accompagner. Et après, mais toujours pareil, s'attacher les services du professeur, du psychologue, de l'infirmière, du chef d'établissement, de son père, de sa mère, dire, voilà, tu sais maman, tu sais papa, je pense que mon petit copain, il est pas bien. Moi, personnellement, je l'ai vécu avec mon fils. Mon fils est venu me rapporter qu'à l'école, un de ses, pourtant c'était pas son copain, mais il voyait qu'il y avait un de ses camarades de classe qui était en souffrance. Et ben il s'est comment je pourrais dire ça, il s'est présenté devant la horde de harceleurs. On ne parle pas de cyberharcèlement, hein, la horde de harceleurs, et il a dit non mais stop, maintenant vous arrêtez et tout ça. Et il est venu me le dire directement. Et ben j'en ai référé au chef d'établissement en lui disant vous êtes au courant de la situation? Oui, oui, tout à fait, on est au courant et tout ça. Et peut-être s'attacher à vérifier qu'effectivement, le signalement qu'on a pu donner, il a été jusqu'à son terme. Voilà. Et surtout, accompagner, protéger la victime. D'accord, merci. On a perdu Marlène? On a perdu Marlène. On a perdu Marlène. Bon, on va poursuivre, Charlotte, c'est pas Bon, grave. ça y est, on a retrouvé Marlène. On a retrouvé Marlène. Nickel. Bon, on a une question dans le live il y a peu de temps. Il y a une personne qui nous demande comment est-ce qu'on peut dire à ses parents qu'on est harcelé. Je pense est-ce qu'on peut être aidé pour l'annoncer à ses proches. Alors, ça, c'est une excellente question. En fait, c'est vrai qu'il y a des contenus, c'est compliqué d'en parler à ses parents. Une vidéo, Ouais. Une vidéo qui aurait dû rester de l'ordre de l'intime, une photo. C'est évident que la première démarche, elle va être compliquée. Mais en fait, il faut en parler. Parce qu'un père, une mère, ça a un rôle également de protection et d'accompagnement. Alors, bah oui, c'est vrai, peut-être qu'il va y avoir un flottement parce que quand on est victime, on subit.
Et de la même manière, les parents ne s'y attendant pas, surtout à la violence de commentaires haineux, de clichés qui ont été volés, ça va déstabiliser. Mais en fait, après, un père, une mère, ils sont là pour vous entourer. Et puis la sexualité, si ce sont des contenus qui touchent à la sexualité, en fait, c'est une normalité. Et personne va vous juger. Ça fait partie de votre construction identitaire à un moment donné que d'avoir des relations sexuelles. Donc, il faut en parler. Et si au début, il y a un flottement de la même manière que vous aurez eu un état de sidération quand vous allez découvrir ce qui vous arrive, ben, il faut passer ce cap-là parce que plus on attend, plus ça va empirer. Donc, des parents, ils sont là pour vous accompagner. Et puis, si au début, il y a ce flottement, c'est pas grave, ça fait partie du principe. Mais il faut surtout en parler. Et puis, vos parents, s'ils se sentent démunis, il faut en référer. Il y a des conseillères pédagogiques, il y a des psychologues scolaires. L'idée, c'est seul, on ne sait pas, on n'y arrive pas. Et puis, à plusieurs, les solutions, elles se co-construisent. Et c'est ça le plus important. Il y a plein d'outils mis en place maintenant. Le cyberharcèlement, ça fait 10 ans que tout le monde met en place des outils. Il y a plein d'associations. Il y a e-enfance, il y a Action Innocence, il y a des associations comme La Mouette, il y a le 30-20, le 30-18, qui sont des plateformes de l'éducation nationale qui permettent de pouvoir se rapprocher de professionnels, des psychologues, des éducateurs, en disant voilà, je suis pas bien, je pense que voilà, c'est un signal faible. Vous êtes en mesure, en droit, de pouvoir rapporter à ces gens-là, de dire attention, je pense que effectivement je suis victime. Il faut surtout pas rester seul face à ça. Il faut absolument alerter. Donc, si on n'a pas les ressources, la force nécessaire de pouvoir aller dire à son père ou à sa mère, je pense que je suis victime, il y a plein d'autres outils qui existent. Le tout, c'est de faire le premier pas. Et à partir du moment où le premier pas est fait, je peux vous assurer que tout le monde va venir vous assister et vous protéger. Et si ça vous semble impossible d'en parler à vos parents directement, le fait d'en parler à d'autres, il y aura une tierce personne qui, à un moment donné, pourra servir d'intermédiaire. Il faut parler. Écrivez-le. Envoyez un texto. Il faut trouver la force. Il faut surtout pas rester seul. Un CPE ou un professeur a-t-il le droit de demander à voir le contenu du portable d'un élève pour constater un cas de harcèlement? Bon, alors là, très bonne question. Non. Alors, si on pose la question comme ça, un gendarme, spécialisé en plus en sécurité des systèmes d'information, je vous dirais que non. Au même titre qu'un gendarme n'a pas le droit de regarder le contenu de votre téléphone. Ce qu'on appelle une perquisition informatique. Il faut que je puisse avoir le consentement de la personne. La perquisition informatique, c'est comme une perquisition domiciliaire. Je n'ai pas le droit de venir chez vous et de perquisitionner, d'ouvrir la porte et de regarder tout ce que je peux, regarder de l'intérieur de vos meubles, de ce qui se passe dans votre salle de bain et tout ça. C'est interdit. Donc, un chef d'établissement, juridiquement parlant, n'a pas le droit de regarder le contenu d'un téléphone. Voilà. Après, un CPE, il a un rôle fondamental qui est celui de recueillir la parole. Et ça, c'est déjà une première étape. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont habilitées pour regarder. Et puis, il faut faire attention également parce que parfois, on peut faire de mauvaises manipulations et ça peut empirer la situation. Donc, on a tous des rôles différents à jouer pour accompagner les victimes. Et déjà, le CPE, le fait de recueillir la parole et de mobiliser les personnes ressources qui sont habilitées à le faire, c'est déjà un rôle fondamental. Et si la personne qui ne souhaite pas montrer ce qu'il a sur son téléphone au CPE, inutile de l'effacer, on a des outils qui permettent de pouvoir récupérer quasiment l'intégralité des données effacées d'un téléphone. D'accord. Est-ce qu'une élève demande, donc est-ce qu'elle peut être accompagnée pour changer d'école si elle est victime de harcèlement? La double peine. Elle est harcelée, la pauvre. La double peine, elle est harcelée et en plus, il faut qu'elle change d'établissement. Par expérience, j'aime pas citer cet exemple-là, mais j'ai eu un fait de cyberharcèlement très grave où la maman, au regard de la gravité des faits, a décidé de changer d'établissement dans un autre département. Elle a sauté 2 départements.
Donc, c'est même pas le département limitrophe, c'est 2 départements après. La victime, 15 ans, n'a pas eu le temps matériellement de se présenter dans la cour de récréation où déjà tout l'établissement est au courant de ce qu'elle avait subi dans son précédent établissement et il y a une continuité du cyberharcèlement. Donc tout cet effort-là n'a servi strictement à rien. Et c'est la double peine parce que ce n'est pas à la victime de trouver une parade pour faire utopiquement stopper le cyberharcèlement, puisque le cyberharcèlement, j'en viens d'en faire la démonstration, il continue. C'est pas à la victime de se plier. Non, je suis désolé. C'est à la personne mise en cause. Mais c'est une très très bonne question. Ce n'est pas à la victime de culpabiliser, ce n'est pas à la victime de trouver des solutions. C'est l'auteur des faits qui est en cause. Et s'il y a quelqu'un qui doit le conscientiser, bah c'est lui qui a commis l'infraction. C'est pas la victime. J'entends la question, parce que le problème, c'est qu'on gère des faits de cyberharcèlement qui durent depuis des années, et c'est très dur d'inverser la situation, parce que les plis sont pris, parce que c'est très dur de tout voir tout effacer, parce que la horde est en place, parce que c'est très compliqué. Donc effectivement, la victime acculée se dit, mais ma seule échappatoire, c'est de partir de cet établissement-là et d'aller dans un autre établissement. Mais malheureusement, l'expérience montre que ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Il faut déposer. Le problème des pratiques de cyberharcèlement, c'est la viralité. Quand Jean-Christophe dit, ben oui, elle n'a même pas eu le temps d'arriver dans un autre établissement que tout le monde était déjà informé, c'est ce phénomène de contagion, cette propagation qui va tellement rapidement. Donc, il faut impérativement déposer plainte pour donner les moyens à ce que cette image réputationnelle, par exemple, qui a été écornée, cesse d'être discriminée, vilipendée sur la toile. C'est pas à la victime de trouver des solutions. Et encore une fois, plus tôt elle parlera, plus tôt on pourra l'aider à mettre en place des dispositifs qui vont circonscrire la pratique de cyberharcèlement dont elle est victime. Quels sont les délais à peu près des réponses judiciaires? Encore une fois, pour quelle pratique de cyberharcèlement? Et puis, il y a tellement d'éléments qui rentrent en considération. Est-ce qu'il s'agit d'une personne? Est-ce qu'il s'agit de plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a des co-auteurs? Est-ce qu'il y a des complices? Est-ce que ça se passe en France? Est-ce que du coup, si ça se passe sur des plateformes, elles ne dépendent pas d'une juridiction internationale? Est-ce qu'il n'y a qu'un élément de cyberharcèlement? Est-ce qu'il y a plusieurs pratiques de cyberharcèlement? Quelqu'un qui rentre dans votre ordinateur, qui vient vous voler des données, qui les diffuse, puis finalement qui va trouver des matériaux compromettants. Et là, on a déjà 4 infractions. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas répondre sans prendre l'individualité du cas clairement identifié en question, en fait. Le temps judiciaire n'est pas le temps de la victime. Jamais. Pour autant, moi, je considère que la reconstruction de la victime passera automatiquement par un procès judiciaire. Tous les exemples que moi j'ai connus, dans des faits de cyberharcèlement, dans des faits de cybercriminalité, dans des... Bon, je ne vais pas faire état de tout, mais des assassinats, des meurtres et tout ça, je veux dire, les familles ne se reconstruisent qu'à partir du moment où le procès pénal est présent et là est effectif. Mais comme je vous l'ai dit, la première des choses que va vouloir le procureur, l'enquêteur, le policier, le gendarme, c'est de faire cesser l'infraction. Dès lors qu'on est victime d'un fait de cyberharcèlement, le but, déposer plainte. À partir du moment où la plainte est déposée, les enquêteurs vont faire cesser l'infraction. Donc il n'y a plus, la victime ne subit plus. Elle peut déjà commencer à préparer à se reconstruire. Et ensuite, le procès pénal intervient. Et là, il y a une véritable reconstruction de la victime avec peut-être une aide psychologique à côté. Voilà. Pour une victime, c'est tellement important d'être reconnue comme une victime et d'arrêter de culpabiliser.
Alors c'est vrai que le dépôt de plainte est essentiel et souvent, ça a des conséquences dramatiques. Certaines pratiques de cyberharcèlement peuvent véritablement vous heurter. Et c'est vrai que cette résilience, elle passe forcément par un accompagnement par des professionnels de santé. Et le fait de pouvoir aller voir ces professionnels de santé, de consacrer du temps à raconter ce qui vous est arrivé et la manière dont vous pouvez vous reconstruire aujourd'hui, bah, c'est essentiel. Merci beaucoup pour vos réponses. Y a-t-il eu une augmentation du nombre de victimes de cyberharcèlement à cause du confinement? Oui. Ben oui. Il y a même une pratique de cyberharcèlement que l'on a constatée avec Jean-Christophe qui est propre au confinement, qui a été propre à la France. Et ouais. Propre à la France, excuse-moi. Propre à la France, alors c'est vraiment un phénomène émergent qui existait un peu de manière épiphénoménique avant, et puis avec le confinement, le temps passé sur les réseaux sociaux, l'oisiveté, voilà, ben ça a complètement explosé. Ce sont les comptes fichas. Les comptes fichas, se faire ficha sur Internet, c'est du verlan, c'est-à-dire se faire afficher. Les comptes fichas, généralement, ça se passe sur Snapchat. Ce sont des comptes qui sont créés aussi vite qu'ils sont fermés. Et généralement, ils vont être identifiés en raison d'une zone géographique. Donc, par exemple, on va avoir un ficha 33, on peut même avoir un ficha 33 Mériadec. Ce sont vraiment des zones géographiques clairement identifiées, dans lesquelles on va demander au groupe de déposer des vidéos ou des photos compromettantes, généralement de jeunes filles mineures ou de personnes, de jeunes homosexuels, de déposer des photos, des vidéos compromettantes à leur encontre. Et une fois qu'elles sont déposées, donc le collectif participe de cela, dépose, et une fois qu'elles sont déposées, on va identifier leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur numéro de téléphone, leur adresse postale. C'est diffusé. Les victimes n'ont même pas le temps de se retourner que le compte est déjà fermé. Et ça, ces pratiques qui sont une déclinaison du revenge porn, donc de diffusion d'images caractère intime non consenti, bah, c'est propre au territoire français. On en a trouvé un peu dans les Afriques francophones, un peu du côté de la Belgique. Et c'est une spécificité qui a complètement explosé pendant durant les différents confinements que nous avons connus. Donc oui, c'est exponentiel. Et face à ce phénomène-là, la gendarmerie au niveau central sur Paris, on a nous les gendarmes spécialisés dans la cybercriminalité, on est dispatchés à travers la France. Voilà. Mais on dépend d'un dispositif central où on a les grands experts et tout ça. Et pendant le confinement, effectivement, on a coordonné nos forces de façon à pouvoir traquer en quelque sorte les gens qui étaient derrière ces comptes fiches. Et si cet espace m'est donné, j'en profite. Ceux qui pensent que il y a des outils qui permettent de pouvoir rester anonyme sur Internet et de commettre ce genre d'exactions, c'est peine perdue. Voilà. On arrive à les retrouver, on arrive à les identifier et on arrive généralement chez eux à 6 heures du matin. C'est pour ça qu'il faut donner les moyens à la gendarmerie ou à la police d'intervenir. Il faut déposer plainte, encore une fois. On ne cesse de le marteler, mais donnons les moyens aux autorités, à la justice, d'œuvrer sur le terrain. Merci beaucoup. Donc maintenant, on a une double question de Lilou et Tina qui nous demandent comment se déroule une enquête de cyberharcèlement et est-ce que vous arrivez à tracer quelqu'un d'actif dans le cyberharcèlement? Alors, pour être très, très schématique, une procédure judiciaire débute toujours par un dépôt de plainte, d'accord? Donc, quand vous êtes mineur, il faut automatiquement que les parents soient là puisqu'ils sont civilement responsables et c'est eux qui vont déposer plainte pour l'enfant. Le mineur sera bien évidemment entendu. Vous avez bien compris qu'on va collecter la preuve numérique, ce qui est essentiel dans le débat pénal. Ensuite, la plainte, l'enquêteur, alors ça peut être également un signalement. Ça peut être le chef d'établissement qui fait un signalement au procureur. Le procureur envoie une correspondance qu'on appelle un soit transmis, de façon à ce que une police ou gendarmerie, on puisse débuter une enquête avec ce qu'on appelle des prérogatives. On a des droits de préliminaire ou des droits de flagrant délit.
de façon à pouvoir mener des enquêtes. Donc, on va faire des auditions. Donc là, typiquement, sur des faits de cyberharcèlement, vous avez bien compris qu'on va faire cesser l'infraction. Donc, on va collecter le maximum de preuves numériques. On va entendre les témoins. On va leur dire, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez entendu? Oui, effectivement, je confirme. Tartampion a fait ceci à Tartampile. Voilà, on acte tout ça. Et à partir de là, on va entendre l'auteur de façon à faire cesser l'infraction. Et peut-être qu'on va poursuivre par la suite nos investigations de façon à peaufiner la procédure judiciaire. Une fois qu'on aura fait un beau procès verbal, on va l'apporter au procureur de la République qui, lui, va dire bon, pas de problème, on va passer tout ça au tribunal et ensuite la personne passe devant un tribunal et elle sera automatiquement jugée. Les parents, dès lors qu'il s'agit d'un auteur mineur, sont civilement responsables. Donc ce sont eux qui vont foncièrement payer l'amende. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, Charlotte? très bien. Est-ce que Marlène, vous avez quelque chose à rajouter ou il a été... Ben non, je pense que sur la procédure, Jean-Christophe est certainement la personne ressource qui peut vous expliquer les différentes étapes qui sont suivies. C'est très bien, Jean-Christophe. Par contre, j'ai oublié de préciser, on a des actes techniques. La gendarmerie dispose bien évidemment d'enquêteurs spécialisés, la police scientifique en quelque sorte, qui sont à même de pouvoir faire des prélèvements, quels qu'ils soient. Alors dans les faits de cyberharcèlement, rarement de biologie et tout ça, mais par exemple, les enquêteurs vont arriver chez vous, vont effectuer une perquisition informatique, avec ou pas votre consentement au regard de la gravité des faits en quelque sorte. On revient sur le volet préliminaire au flagrant délit, et à partir de là, ils vont même placer sous scellé, sous main de justice, les différents outils informatiques qu'ils vont trouver dans la maison. C'est là où on peut se retrouver avec le téléphone du papa, de la maman, l'ordinateur et tout ça, qui sont automatiquement placés sous main de justice, qui sont placés sous scellé judiciaire, fermé, et les collègues vont m'apporter ça à moi et vont me dire, voilà, j'ai un fait de cyberharcèlement, il s'agit de l'auteur des faits, est-ce que tu peux me retrouver la matière? Oui, pas de problème. Et à partir de là, je vais faire une analyse, ce qu'on appelle forensique, de ces périphériques-là, de façon à matérialiser les éléments de preuve. Merci beaucoup pour vos réponses. On a une question qui nous demande comment arrêter le cyberharcèlement sans pour autant renoncer à aller totalement sur Internet. On peut pas. Les espaces de sociabilité se passent sur Internet maintenant. On peut pas renoncer à aller sur Internet. En fait, c'est pas une solution que de s'isoler, de se couper des réseaux sociaux. Et encore plus pour pour un public qui aurait votre âge. Même les systèmes éducatifs, les programmes pédagogiques commencent à prendre en compte ces réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas renoncer à y aller. C'est simplement, il faut apprendre à s'en servir. Et ça, si on ne nous l'enseigne pas, ben, on ne peut pas l'inventer non plus. Et forcément, il y a des maladresses qui sont commises, il y a... voilà, il y a des déviances et il faut impérativement passer par de l'éducation aux médias. Donc, il ne faut pas renoncer, il faut simplement apprendre à s'en servir. Donc, l'hygiène informatique dont parlait Jean-Christophe, c'est un incontournable. Je pense sincèrement, en tant qu'enseignante-chercheuse, que l'école a un rôle à jouer, mais les parents également, il faut impérativement vous informer, vous renseigner, les plateformes, les réseaux sociaux, vous intéresser, comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir accompagner vos enfants à gérer des paramètres de confidentialité, voilà, à mettre des doubles authentifications. En fait, ça s'apprend. Il ne faut pas laisser un tel outil avec un tel potentiel sans savoir s'en servir. Donc, c'est du ressort de tout le monde d'apprendre ces codes-là. Donc, les jeunes qui sont concernés, les parents, l'éducation nationale, il ne faut pas renoncer, on doit simplement apprendre à maîtriser. Merci beaucoup. Donc on va clôturer ce live et ces échanges donc par une dernière question. Donc c'est Emma qui nous demande s'il va y avoir plus de sensibilisation sur comment utiliser les réseaux au lycée et au collège et pourquoi pas sur le cyberharcèlement aussi. Ben, je le souhaite, c'est le mot de la fin. Jean-Christophe
et moi-même, donc l'Université Bordeaux-Montaigne et la Gendarmerie nationale, on a monté un projet de recherche qui s'appelle Cybernétique. Vous pouvez nous retrouver facilement sur Internet. Je crois que c'est Cybernétique Project. On essaie justement d'expliquer ce que sont toutes ces pratiques de cyberharcèlement. Donc, si l'éducation nationale arrive à former le personnel, parce qu'il y a ça aussi, du moins, enseigner comment gérer les réseaux sociaux, c'est une chose, mais encore faut-il être formé pour pouvoir l'enseigner. Donc, prendre le temps de la formation, prendre le temps du renseignement et ensuite accompagner les jeunes à le faire, c'est essentiel. Et on ne peut pas rester avec un tel outil sans savoir l'utiliser. Donc l'éducation aux médias, mais c'est la préconisation première. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. C'est d'abord apprenons à nous en servir et puis après on verra quelles sont les déviances qui restent. Mais l'éducation aux médias, oui, c'est notre cheval de bataille au quotidien. Et ce que vous apprenez maintenant va automatiquement vous servir par la suite dans le domaine entrepreneurial. Alors, vous allez foncièrement vous en servir lorsque vous serez en entreprise, lorsque vous serez au sein de votre société, parce que l'employeur aura des exigences de savoir-faire quant à l'outil informatique. Donc, c'est pas perdu, bien au contraire. C'est limite un passage obligé d'apprendre à se servir d'Internet, d'apprendre à ne pas diffamer, le respect de droit à l'image, les insultes, les injures, le fait de liker, la complicité. Tout ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes. Charlotte, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'apprendre à jouer du violon et d'intégrer un orchestre symphonique national sans jamais l'avoir appris, sans lire une partition? Ben là, c'est la même chose. Internet, ça va être notre quotidien. On l'utilise déjà dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle. C'est simplement, il faut apprendre à maîtriser cet outil-là, l'éducation aux médias. Il y a plein d'espaces sur Internet sur lesquels vous pouvez aller pour vérifier ou pour vous éduquer justement à ces différentes formes d'hygiène informatique qui passent foncièrement par la gestion des mots de passe, la double authentification, les paramètres de confidentialité sur Facebook, comment utiliser Snapchat. Voilà, considérer que Snapchat est un réseau social éphémère et que tout ce qui se passe dessus ne sortira jamais de Snapchat est une hérésie, c'est pas possible. Bien au contraire. Donc voilà, se former et s'éduquer à l'outil Internet. Et ces usages-là vous serviront toute votre vie. C'est essentiel. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et ces échanges qui ont été très intéressants. Vous Avec pourrez plaisir. donc retrouver ce live avec le Major Feder et Marlène sur le compte Instagram de l'Académie de Bordeaux, sur lequel je suis actuellement, AC Bordeaux. Juste après, ou si vous voulez le revisionner plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.